Imaginez un véhicule si bizarre qu'il semble tout droit sorti d'un cauchemar de science-fiction des années 1950. Un char, à peine plus grand qu'une voiture de sport ordinaire, mais armé de 6 canons massifs prêts à tout anéantir devant eux. Pourtant, derrière cette façade terrifiante se cache un sombre secret technique que ces constructeurs auraient préféré passer sous silence. Pourquoi les généraux de l'armée la plus puissante du monde ont-ils catégoriquement refusé d'utiliser ce monstre? Pourquoi les experts ont-ils qualifié le service à bord de ce véhicule de mission suicide absolue? Nous révélons la vérité choquante sur une conception où l'équipage devait abandonner son abri pour recharger, et ce, en plein milieu des tirs croisés du combat. Découvrez comment une machine, considérée comme un désastre technique coûteux et destinée à la ferraille, est soudainement devenue l'arme la plus redoutée dans une sale guerre de jungle. Nous parlerons d'un type de munition si dévastateur qu'il plongeait l'ennemi dans une panique pure, des milliers de petites flèches en acier, libérées en un seul tir, transformant la forêt en une zone infranchissable. Ceci est la véritable histoire du M50 Ontos, la chose qui n'aurait jamais dû exister. Une histoire pleine d'absurdités techniques, de décisions dangereuses et d'un revirement inattendu que personne n'avait vu venir. Restez jusqu'à la fin, car le destin de cette bête d'acier est aussi incroyable que sa puissance de feu dévastatrice. Imaginez une machine qui semble sortie d'un rêve fiévreux d'ingénieur, un véhicule minuscule, trapu, à peine plus grand qu'une voiture de sport, mais armé jusqu'aux dents avec 6 canons massifs pointés de manière menaçante vers le ciel. Lorsque ce monstre d'acier vit le jour, les développeurs eux-mêmes ne savaient pas exactement comment l'appeler. Les Grecs l'auraient appelé chimère, mais les Américains choisirent le mot grec pour chose ou objet, ontos. Et c'est précisément cette chose, officiellement désignée M50, qui devait être la réponse de l'OTAN dans les années 50 à l'une des plus grandes peurs de la guerre froide. La situation géopolitique en l'an 1951 était tendue. L'Occident craignait que l'Union soviétique ne lance ses immenses armées de chars, menées par le lourd IS-3 et le moyen T-54 à travers l'Europe. Pour arrêter ces colosses d'acier, il fallait un chasseur de chars qui possédait non seulement une énorme puissance de feu, mais qui était aussi si léger et mobile qu'il pouvait être transporté partout par avion cargo. La solution fut présentée par la société Alice Chalmers, un fabricant qui était en fait connu pour ses tracteurs et machines agricoles. Leur proposition était radicale. Au lieu d'un seul canon, ils montèrent 6 canons sans recul sur un châssis léger à chenilles. Le résultat fut le prototype T-Cent 65, un véhicule qui techniquement remplissait tout ce qui était exigé sur le papier, mais qui représentait une bizarrerie dans la réalité. Lorsque les généraux de l'armée américaine virent le produit fini, ils furent horrifiés. Ils regardaient un véhicule qui semblait receler plus de danger pour son propre équipage que pour l'ennemi. L'Ontos était certes un poids plume avec ses 8,5 tonnes, mais le prix à payer était un blindage en papier. Les plaques d'acier soudées ne faisaient que 13 mm d'épaisseur, assez pour arrêter des balles de fusil, mais totalement inutile contre tout type de tir lourd ou d'armes anti-chars. Le plancher n'était épais que de 6 mm, ce qui rendait tout passage sur une mine fatale. Mais le véritable problème, qui poussa l'armée à rejeter le projet avec horreur, résidait dans le maniement des armes. Pour recharger les 6 canons, l'équipage devait quitter la protection du blindé et s'exposer sans défense en terrain découvert. Dans un combat intense, cela équivalait à une mission suicide. De plus, l'espace intérieur était si exigu que l'équipage de 3 hommes, conducteurs, chargeurs et commandants, était littéralement assis sur le moteur et sur la minuscule réserve de munitions de seulement 18 obus. L'armée annula alors sa commande de 1000 unités et ne voulut plus rien avoir à faire avec ce cercueil sur chenilles. Le projet était sur le point d'être abandonné, mais le corps des marines, toujours à la recherche d'équipements légers pour ses barges de débarquement, vit du potentiel dans ce petit monstre et reprit les 297 unités produites. Ce que les marines reçurent était une curiosité technique dont le fonctionnement était aussi fascinant qu'absurde. Le cœur du M50 était constitué de 6 canons sans recul de type M40A1C. Pour éviter toute confusion avec des munitions plus anciennes, le calibre fut officiellement indiqué comme 106 mm, bien qu'il fût en réalité de 105 mm. Ces tubes étaient montés sur une tourelle rotative, qui ne possédait cependant pas de système de conduite de tir complexe.
Au lieu de cela, le tireur utilisait une méthode d'acquisition de cibles génialement simple mais brutale. 4 fusils de réglage M8C de calibre 12,7 mm étaient montés sur les canons principaux. Le processus de tir était une chorégraphie de la destruction. Le tireur visait la cible optiquement et tirait d'abord avec l'un des fusils de réglage. Ceux-ci utilisaient des munitions traçantes spéciales, dont la trajectoire correspondait exactement à celle des lourds obus de 106 mm. Dès que le tireur voyait l'éclair de la balle traçante sur la cible, il actionnait la détente pour les canons principaux. Il avait le choix, il pouvait tirer avec les tubes individuellement, par paire ou en une salve puissante qui détruisait tout dans un rayon de 400 mètres. Lorsque les 6 tubes faisaient du feu simultanément, Lontos disparaissait dans un énorme nuage de poussière et de gaz de recul, tandis que la cible était frappée par la force de 6 obus à charge creuse, dont chacun pouvait percer plus de 300 mm d'acier de blindage. Ce concentré de puissance était propulsé initialement par un simple moteur à essence 6 cylindres de General Motors avec seulement 145 chevaux, qui fut remplacé plus tard dans la version M50A1 par un 8 cylindres Chrysler un peu plus puissant. Le véhicule atteignait ainsi une vitesse maximale d'environ 48 km/h. Malgré la faible puissance du moteur, Lontos était extrêmement mobile en tout terrain grâce à son faible poids et ses larges chenilles. Il planait littéralement sur les sols mous, là où les chars de combat lourds se seraient irrémédiablement embourbés. Mais le destin avait le sens de l'ironie. Lontos, construit pour les plaines d'Europe afin de chasser les chars soviétiques, se retrouva soudain dans les jungles et les rizières du Vietnam. Une guerre où l'ennemi ne possédait aucun char. Ici, dans un environnement pour lequel il n'avait jamais été conçu, son rôle changea fondamentalement. Les équipages chargeaient désormais, au lieu de charges creuses, des obus à fragmentation hautement explosifs et un nouveau type de munition effrayant, la boîte à mitraille, aussi appelée ruche. Un seul tir de cette munition libérait des milliers de petites flèches en acier qui coupaient à travers la végétation comme un essaim d'insectes agressifs. C'est surtout lors des combats urbains de la ville de Hue en l'an 1968 que la chose démontra sa vraie valeur. Alors que les lourds chars M48 Patton étaient incapables de manœuvrer dans les ruelles étroites, l'agile Lontos filait d'un abri à l'autre. Il n'utilisait plus sa puissance de feu contre l'acier, mais contre le béton. Les canons sans recul arrachèrent des murs entiers derrière lesquels se retranchirent des tireurs d'élite, ouvrant ainsi la voie à l'infanterie. La tactique était simple, apparaître, tirer et disparaître immédiatement avant que l'ennemi ne puisse réagir. Lontos devint le favori des soldats à pied qui apprirent à apprécier son soutien précis et dévastateur. Mais l'engagement intensif préleva son tribut. Les machines n'étaient pas construites pour une guerre d'usure durable. Les pièces de rechange se raréfièrent, car la production avait déjà été arrêtée en l'an 1957. Les mécaniciens devaient souvent démonter complètement un véhicule pour en maintenir un autre en marche. Un cannibalisme technique qui décima lentement la flotte. Les chenilles souffraient particulièrement du terrain accidenté, bien que leur durée de vie eût été augmentée à 4540 km sur la version A1. Vers la fin des années 60, l'ère de Lontos touchait à sa fin. De nouvelles technologies, comme le missile filoguidé TOW, rendaient obsolètes les canons sans recul, lourds et encombrants. En mai 1969, les unités restantes furent renvoyées aux États-Unis par bateau. Et c'est ici que la boucle de l'absurdité se referme. Le corps des Marines remit bon nombre des véhicules réformés à l'armée américaine, cette même organisation qui avait dédaigné Lontos. Mais ils ne furent rien de pas mis en service, mais privés de leur armement et utilisés comme bulldozers provisoires, ou simplement comme cibles sur les champs de tir, jusqu'à ce qu'ils soient finalement envoyés à la ferraille. Des presque 300 exemplaires construits à l'origine, seuls quelques-uns ont survécu dans des musées, témoins silencieux d'une machine qui était une contradiction technique en soi, mais qui triompha exactement là où personne ne l'attendait. On a l'habitude de penser que la technologie militaire américaine du XXe siècle était souvent massive, lourde et conçue pour une protection maximale de l'équipage, à l'image des imposants chars Patton qui ressemblaient à des forteresses roulantes. Mais le M50 rompait radicalement avec cette tradition et offrait une image tout autre, bien plus effrayante. Quiconque jetait un coup d'œil à l'intérieur de ce véhicule comprenait immédiatement pourquoi de nombreux soldats se montraient sceptiques à son égard et lui donnèrent des surnoms qui n'inspiraient guère confiance. Lors de la conception de Lontos,
les ingénieurs avaient sacrifié le facteur de protection presque entièrement au profit de la mobilité, une décision qui pouvait avoir des conséquences fatales sur le champ de bataille. Le blindage n'était pas seulement fin, il était presque symbolique. Les plaques frontales étaient certes fortement inclinées pour pouvoir dévier les projectiles, mais avec une épaisseur de seulement 13 mm, elles n'offraient guère de résistance face aux armes modernes. Une mitrailleuse lourde pouvait transpercer cette enveloppe à courte distance. La situation était encore plus critique au niveau du plancher du véhicule. Une plaque d'acier d'à peine 6 mm séparait l'équipage du sol. Dans un conflit où les mines et les engins explosifs improvisés étaient monnaie courante, le conducteur et le commandant étaient littéralement assis sur une poudrière. Chaque mètre parcouru hors des routes goudronnées devenait ainsi un exercice d'équilibriste psychologique pour les 3 occupants. Cependant, le défaut tactique majeur qui exaspérait les officiers de l'armée américaine résidait dans le processus de rechargement. En théorie, un tir sextuple semblait redoutable, mais dès que les 18 coups de la réserve interne étaient épuisés ou que les 6 tubes étaient vides, le véritable drame commençait. Il n'y avait pas de dispositif de chargement automatique ni d'accès protégé aux armes depuis l'intérieur, comme c'était l'usage sur les tourelles classiques. Pour remettre l'Ontos en état de combattre, le chargeur devait quitter l'enveloppe protectrice, bien que mince. Il était contraint de sortir, de se tenir debout sur le pont découvert et d'extraire manuellement les douilles lourdes et brûlantes des 6 tubes pour ensuite recharger. Dans un échange de tirs intenses, cela signifiait s'exposer totalement, sans protection au feu ennemi. Pour le commandement de l'armée, cette conception représentait un risque inacceptable pour le personnel. À cela s'ajoutait l'extrême exiguïté de l'espace de combat. 3 hommes se partageaient un espace à peine plus grand que l'habitacle d'une voiture compacte, mais bourré d'hydraulique brûlante, de composants moteurs incandescents et de munitions hautement explosives. Le bruit du moteur et des armes était assourdissant à l'intérieur, et la ventilation était minimale. C'était un environnement physiquement et mentalement épuisant, avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Pour ces raisons, l'armée américaine tira la sonnette d'alarme. Elle vit dans ce concept une impasse et annula la commande de 1000 véhicules. Le projet semblait terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Mais c'est ici que l'histoire prit une tournure inattendue. Le corps des Marines des États-Unis, qui devait souvent travailler avec des budgets plus limités et qui était spécialisé dans les opérations amphibies rapides, voyait les choses différemment. Ils avaient un besoin urgent d'un véhicule assez léger pour être transporté par des barges de débarquement sur des plages non aménagées, et qui était tout de même capable de briser des fortifications ennemies. Pour les Marines, la puissance de feu pesait plus lourd que le risque. Ils acceptèrent les défauts qui avaient effrayé l'armée et reprirent le projet. Ils virent dans ce petit chasseur de chars, rapide, une arme de soutien idéale pour leurs unités d'infanterie, qui devaient souvent opérer sans l'aide de chars de combat lourds. C'est ainsi que l'Ontos passa des terrains d'essai de l'armée aux arsenaux de l'infanterie de marine. Personne ne se doutait à ce moment-là que cette machine, qualifiée d'erreur de conception, allait fonder une légende dans une toute autre partie du monde, bien loin des champs de bataille européens prévus. La scène était prête pour un engagement dans des conditions qui ne pouvaient être plus extrêmes et qui allaient mettre à rude épreuve tous les inconvénients théoriques. Pour diriger avec précision la puissance destructrice de ces 6 tubes vers la cible, les équipages devaient utiliser une méthode qui, dans sa primitivité, semblait presque géniale et se passait totalement de technologie informatique moderne. L'absence de système de conduite de tir électronique était compensée par une ruse balistique. Parallèlement aux canons principaux, 4 fusils de réglage semi-automatique spéciaux de type M8C de calibre 12,7 mm étaient montés. Ces armes étaient bien plus que de simples mitrailleuses. Elles tiraient une munition traçante spécialement développée, dont la trajectoire et les propriétés balistiques sur les 1000 premiers mètres correspondaient exactement à celles des lourds obus de 106 mm. Le tireur regardait à travers son simple viseur optique et tirait d'abord avec l'un de ses fusils de réglage. Il observait le chemin de la balle traçante et attendait le petit nuage de fumée blanc caractéristique qui se formait à l'impact du projectile sur la cible. Dès que cette preuve visuelle était fournie que l'alignement était correct, la détente des canons principaux était actionnée. C'était une « visée par l'essai » analogique, qui fonctionnait cependant avec une efficacité étonnante et permettait des taux de réussite que l'on aurait à peine cru possibles avec un système aussi rudimentaire. L'armement principal lui-même, les 6 canons sans recul M40A1,
fonctionnait selon un principe qui économisait du poids mais libérait une violence physique brute. Pour éliminer le recul massif qui aurait sinon fracassé le châssis léger à chaque tir, la culasse du canon était conçue ouverte à l'arrière. Lors du tir, une grande partie des gaz propulsifs s'échappait vers l'arrière, à une vitesse supersonique à travers des ouvertures en forme de buse. Ce jet de gaz contrôlé compensait presque entièrement l'énergie du projectile dirigé vers l'avant. Cependant, pour quiconque avait la malchance de se trouver dans la zone de danger derrière le véhicule, cette onde de choc était mortelle. La flexibilité tactique de cette disposition était sans précédent. Le commandant pouvait choisir de tirer avec les tubes individuellement, par paire ou en une salve dévastatrice. Si la situation s'aggravait et qu'une frappe alpha était nécessaire, les cistuges pouvaient être vidés en succession rapide. Les rapports de témoins oculaires décrivent ce moment comme apocalyptique. Le petit véhicule disparaissait instantanément dans un énorme nuage impénétrable de poussière soulevée et de fumée de poudre, tandis que la cible était pratiquement pulvérisée par 6 obus à charge creuse. Chacun de ces projectiles quittait le canon avec une vitesse initiale de plus de 400 mètres par seconde et pouvait pénétrer un acier de blindage d'une épaisseur énorme. Mais la puissance de feu n'était qu'un côté de la médaille. La mobilité était le deuxième atout dans la manche du M50. Malgré son apparence martiale, le véhicule exerçait, grâce à ses larges chenilles, une pression au sol spécifique extrêmement faible. Celle-ci n'était que de 0,022 mégapascales, une valeur inférieure à la pression qu'un pied d'humain moyen exerce sur le sol en marchant. Cela conférait à Lontos la capacité de glisser sur des rizières marécageuses et des sols mous, dans lesquels des chars de combat conventionnels ou des camions lourds se seraient irrémédiablement embourbés. Alors que les unités lourdes dépendèrent de chemins fortifiés, Lontos pouvait flanquer l'infanterie ennemie en choisissant des itinéraires considérés comme infranchissables. Il surgissait à des endroits où l'adversaire n'attendait aucun véhicule blindé. Mais lorsque ces machines hautement spécialisées furent finalement engagées profondément dans les zones de conflit d'Asie du Sud-Est, elles furent confrontées à un paradoxe stratégique. Les chars, pour la destruction desquels elles avaient été construites, n'existaient les guères là-bas. L'ennemi était fuyant, se cachait dans une végétation dense ou derrière des murs. Les équipages comprirent vite que leurs charges creuses perforantes étaient inefficaces contre des cibles molles. Ils durent improviser et chargèrent dans les 6 canons un nouveau type de munition qui allait changer le concept de l'appui-feu d'une manière que personne n'avait prévue. La réponse à l'évolution de la menace portait un nom aux sonorités inoffensives, ruche ou beehive dans le jargon technique anglais. Mais le contenu de cette munition spéciale était tout sauf inoffensif et marqua le tournant décisif dans l'histoire opérationnelle du véhicule. Au lieu d'une unique tête explosive, chacun de ces obus était rempli d'environ 9600 petites flèches en acier, appelées fléchettes. Au moment du tir, le canon sans recul se transformait en une fraction de seconde en un gigantesque fusil de chasse aux proportions monstrueuses. Lorsque les 6 tubes libéraient de leur charge simultanément, une tempête métallique balayait la jungle, défoliant complètement des zones de végétation et dispersant instantanément les formations d'attaque adverses. Cette efficacité redoutable atteignit son paroxysme lors de la tristement célèbre offensive du Tet en janvier 1968, en particulier dans les ruelles étroites et sinueuses de l'ancienne cité impériale de Hue. Ici, dans un cauchemar urbain fait de murs de pierre et de bâtiments historiques, le véritable avantage de la construction compacte, critiqué des années plus tôt par l'armée comme étant trop exigu, se révéla. Alors que les chars M48 Patton, pesant près de 50 tonnes, étaient souvent incapables de manœuvrer dans les rues étroites et offraient des cibles faciles aux lance-roquettes, le M50 se faufilait d'un abri à l'autre, tel un insecte blindé. Les équipages perfectionnèrent une tactique connue sous le nom de « shoot and scoot », tirer et déguerpir. Lontos surgissait par surprise au coin d'une rue, visait un bâtiment occupé par des tireurs d'élite et déchaînait sa puissance de feu. Ce faisant, les Marines n'utilisaient plus l'énergie cinétique massive des projectiles de 106 mm principalement pour percer l'acier, mais pour abattre physiquement des murs de béton et des maçonneries entières. Les rapports de cette époque décrivent comment la simple présence du véhicule renforçait le moral des troupes amies. Lorsque l'infanterie était clouée au sol, on n'appelait pas l'artillerie ou l'aviation, souvent trop imprécises dans les canyons urbains, mais la chose. Lors du siège de la base isolée de Khe Sanh également,
le véhicule prouva sa valeur stratégique d'une manière qui aurait enfin validé ses concepteurs d'origine. Grâce à son faible poids de moins de 9 tonnes, il put, exactement comme prévu dans le cahier des charges des années 50, être transporté directement par des hélicoptères de transport lourds de type CH-53 dans la forteresse assiégée. Là, les machines servirent de bunkers hautement mobiles, pouvant être rapidement déplacés vers les points critiques du périmètre de défense pour repousser les attaques d'infanterie massive. Au cours de ces combats intenses, une symbiose inhabituelle se créa entre les chars de combat lourds et les unités légères d'Ontos. Les massifs chars Patton attirèrent le feu ennemi sur leurs puissants blindages, tandis que les agiles Ontos sécurisaient tant les flancs et éliminaient les menaces trop petites ou trop bien cachées pour les gros canons des chars. Les officiers, qui avaient autrefois souri du véhicule, le louaient désormais comme l'une des armes de soutien les plus efficaces de toute la guerre. Le vilain petit canard était devenu un gardien indispensable. Mais alors que les Marines s'attachaient à leurs étranges machines au combat et les poussaient aux limites de leur endurance, une toute autre horloge tournait impitoyablement contre eux en arrière-plan, car chaque coup tiré et chaque kilomètre parcouru rapprochait la flotte d'un problème que la puissance de feu seule ne pouvait résoudre. Le plus grand ennemi de ces guerriers mécaniques n'était finalement plus le feu adverse, mais l'impitoyable logistique. En l'an 1969, les équipes de maintenance furent confrontées à un problème quasi insoluble. Comme les chaînes de montage d'Alice Chalmers avaient été définitivement arrêtées dès l'an 1957, il n'existait tout simplement plus de réapprovisionnement pour les composants usés. L'entretien dégénéra en un acte de désespoir que l'on doit qualifier de cannibalisme technique. Les mécaniciens étaient contraints de démonter entièrement des véhicules endommagés pour maintenir en vie une seule unité fonctionnelle à partir des entrailles de 2 ou 3 machines défectueuses. Parallèlement, le paysage technologique changeait à une vitesse fulgurante. Alors que l'Ontos fonctionnait encore avec des viseurs analogiques et une chimie brutale, l'ère électronique faisait son entrée sur le champ de bataille. De nouveaux missiles anti-chars philo-guidés, comme le système Théo, promettèrent une précision et une portée dont les tireurs au canon, sans recul, ne pouvaient que rêver. Face à ces missiles guidés modernes, le concept de visser 6 énormes tubes sur un châssis minuscule semblait soudain être une relique d'une époque révolue, comparable à un dinosaure observant avec étonnement l'arrivée d'une comète. En mai 1969, le retrait définitif commença. Les M50A1 restants, souvent seulement partiellement opérationnels, furent chargés sur des navires de transport et ramenés aux États-Unis. Là-bas, au pays, aucune retraite honorable dans un musée n'attendait les vétérans. Mais une dernière pointe d'ironie amère de l'histoire. Le corps des Marines dissolut ses bataillons de chasseurs de chars en l'an 1970 et remit les carcasses restantes à l'armée américaine, cette même branche des forces armées qui, près de 2 décennies plus tôt, avait rejeté le véhicule comme étant inapte. L'armée n'avait cependant aucune intention d'utiliser ces machines comme système d'armes. Les fières tourelles aux 6 canons furent retirées et les châssis vides finirent comme tracteurs improvisés sur des aérodromes, ou furent reconvertis en bulldozers légers. Beaucoup d'autres furent remorqués dans les déserts de China Lake en Californie, où ils finirent comme cibles en dur sur des champs de tir, disparaissant sous le feu d'armes plus moderne. Des 297 exemplaires construits à l'origine, seule une poignée survécut aux vagues de ferraillage. C'est ainsi que l'Ontos disparut de la mémoire collective presque aussi vite qu'il était apparu sur le champ de bataille. Il reste dans l'histoire militaire une anomalie absolue. Un véhicule qui, selon les normes traditionnelles, était une erreur de conception, trop peu blindé, trop difficile à recharger et tactiquement discutable. Pourtant, pour un court et intense moment de l'histoire, dans un conflit pour lequel il n'avait jamais été construit, cet étrange objet fut exactement l'outil qu'il fallait. Il fut la preuve que l'ingénierie n'a pas toujours besoin d'être belle ou logique pour être efficace. La autre chose a peut-être disparu, mais les histoires sur le petit monstre aux 6 yeux garderont toujours une place d'honneur dans les annales de la guerre blindée comme l'un des développements les plus curieux et en même temps les plus fascinants.